À l'anniversaire, mon fils avait un bleu au visage. Le fils de ma sœur a ricané, je lui ai juste donné une leçon, maman dit que j'ai tous les droits. Tout le monde a ri. Mais soudain, mon fils a murmuré quelque chose. Et toute la table s'est glacée, ma sœur a laissé tomber son verre. Jamais je n'aurais imaginé qu'un simple dîner d'anniversaire puisse se terminer par le bruit assourdissant du cristal se brisant sur le marbre et l'effondrement total d'une dynastie familiale. Ce jour-là, lorsque mon fils de 14 ans est entré dans la salle à manger, le visage marqué par un hématome violacé, et que mon neveu a ricané en prétendant lui donner une leçon, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Les rires faux de ma famille résonnaient comme des insultes. Mais c'est alors que mon fils a murmuré une seule phrase. Juste une phrase. Et le sourire suffisant de ma sœur s'est éteint à jamais, tout comme le verre qu'elle tenait et qui s'est écrasé au sol, brisant le silence et les mensonges qui nous étouffaient depuis des années. Avant de vous plonger dans ce moment fatidique où la vérité a éclaté, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous rejoignez, et quelle heure il est chez vous. C'est toujours un réconfort pour moi de savoir que je ne suis pas seule à partager ce fardeau. Je m'appelle Delphine. J'ai 38 ans. Si vous me croisiez dans la rue, vous verriez une femme aux mains abîmées, la peau rêche, rongée par des années de contact avec des produits chimiques industriels. Je suis la propriétaire, ou plutôt l'esclave, d'une blanchisserie industrielle située dans la zone grise et poussiéreuse de la banlieue de Limoges. Ce mardi-là était une journée infernale. Une chaleur de plomb s'était abattue sur la région, transformant mon hangar en une étuve insupportable. À l'intérieur, c'était l'enfer. La vapeur brûlante s'échappait de 10 machines à laver gigantesques, saturant l'air d'une humidité collante et de l'odeur âcre de l'eau de Javel. Le bruit était constant, un grondement mécanique qui vous vibrait jusque dans les os. La sueur coulait le long de mon dos, trempant mon vieux t-shirt gris. J'étais en train de plier frénétiquement une commande de nappes blanches pour un grand hôtel du centre-ville. Il les voulait pour le service du soir, et un de mes employés venait de se porter pâle. Delphine. La machine numéro 4 est encore bloquée, hurla un ouvrier par-dessus le vacarme. Je laissai échapper un soupir d'épuisement, essuyant mon front avec le revers de ma main. J'arrive. Alors que je me penchais pour forcer l'ouverture du tambour avec un tournevis, mon téléphone vibra violemment dans ma poche. Je jetai un coup d'œil rapide. C'était un message de ma mère, Bernadette. Delphine, fais-moi un virement de 500 € tout de suite. J'ai besoin d'acheter le cadeau d'anniversaire pour Romain. Ne sois pas radine avec ton fils. Je me figeai. Le tournevis m'échappa des mains et tomba sur le béton avec un bruit métallique. 500 €? Pour Romain, mon fils? L'ironie était si amère que j'en avais la nausée. Je savais pertinemment où irait cet argent. La semaine dernière, ma sœur aînée, Véronique, s'était plainte que son sac à main de marque était passé de mode et qu'elle avait besoin d'un nouveau modèle pour impressionner ses soi-disant investisseurs. Ma mère n'avait jamais dépensé plus de 20 € pour Romain. Elle répétait sans cesse, à quoi bon gâter un enfant? Ça le rend mou. Pourtant, pour Émeric, le fils de Véronique, elle venait de signer un chèque pour un scooter neuf. Mes doigts tremblaient de rage et de fatigue en tapant la réponse. Maman, je n'ai pas encore reçu le règlement de l'hôtel. Je n'ai pas de trésorerie. 10 secondes plus tard, mon téléphone sonnait. C'était elle. Tu as toujours des excuses, c'est insupportable. La voix de ma mère me perçait le tympan, couvrant même le bruit des essoreuses. Ta sœur Véronique se démène jour et nuit pour tisser des réseaux, pour élever le statut de cette famille, et toi, tu pleurniches pour quelques centimes? Tu veux que Romain ait un anniversaire minable, c'est ça? Je ne veux rien de tel pour Romain, répondis-je, ma voix se brisant sous la gorge sèche. Mais je sais que cet argent n'est pas pour lui. Et j'ai des employés à payer, maman. Espèce d'ingrate. Ton père et moi t'avons laissé gérer cette usine, la source de revenus de toute la famille, et tu oses faire des comptes d'apothicaire? Elle raccrocha brutalement. Je restai là, planté au milieu de la vapeur, le téléphone à la main. Laisser gérer? Quelle blague! La réalité était bien plus sombre. Mon père, Jacques, avait fait un AVC il y a 5 ans. L'entreprise était au bord de la faillite.
Véronique, qui se vantait d'avoir un « esprit business », avait refusé de mettre les mains dans le cambouis, prétextant que l'odeur du chlore lui donnait la migraine et que ce n'était pas assez « glamour ». C'est moi, la fille cadette, celle qu'on disait lente et sans ambition, qui avait dû abandonner ma vie pour sauver le patrimoine familial. Depuis 5 ans, je trime ici 12 heures par jour. J'ai redressé les comptes. J'ai sauvé l'entreprise. Mais aux yeux de mes parents, je restais l'ouvrière, tandis que Véronique, qui ne travaillait pas et vivait au crochet de son mari et de mes parents, restait la fierté, la consultante en art de vivre. J'avalais ma salive, un goût de cendre dans la bouche. Je devais retourner au travail. Pour Romain. Il était tout ce que j'avais. Son père était parti avant même sa naissance. Nous étions seuls contre le monde. Romain, 14 ans, était un garçon doux, introverti, passionné de dessin technique et d'architecture. Il pouvait passer des heures à croquer les façades des vieux immeubles de Limoges avec une précision d'orfèvre. Dring. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était le numéro du collège. Mon estomac se noua instantanément. Un mauvais pressentiment me glaça le sang, malgré les 40 degrés ambiants. Allô, ici Delphine. Bonjour madame, je suis l'infirmière du collège. La voix à l'autre bout était hésitante, grave. Pouvez-vous venir immédiatement? Romain est à l'infirmerie. Il a fait un malaise en cours de sport. Un malaise? Mais il allait très bien ce matin, criai-je, lâchant la nappe que je tenais. Oui, mais il y a certaines blessures. Je pense que vous devez voir ça par vous-même. Ces mots eurent l'effet d'une douche glacée. Je courus vers la sortie, sans même prendre le temps d'éteindre la machine numéro 4. Je sautai dans ma vieille camionnette de livraison et démarrai en trombe. Dans mon esprit, l'image du sourire arrogant d'Émeric, mon neveu de 17 ans, apparut soudainement. L'instinct d'une mère ne trompe jamais. Je savais que le cauchemar ne faisait que commencer. Ma camionnette gémissait à chaque virage alors que je traversais la ville à toute allure. Mes mains étaient crispées sur le volant, mes jointures blanches sous la tension. 1000 questions tourbillonnaient dans ma tête. Pourquoi un malaise? Quelle blessure? Pourquoi personne ne m'avait appelé plus tôt? En arrivant devant l'infirmerie, l'odeur aseptisée d'alcool et de désinfectant me prit à la gorge. Romain était assis sur le bord d'un lit étroit, les épaules voûtées, la tête basse. Il portait son t-shirt de sport blanc, mais celui-ci était couvert de poussière grise et déchiré au niveau de l'épaule. Romain. Je me précipitai vers lui, tombant à genoux pour être à sa hauteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde-moi. Il leva lentement la tête. Mon cœur de mère se brisa en 1000 morceaux. Sa joue gauche était enflée, rouge vif, et une longue éraflure sanguinolente parcourait son avant-bras. Mais le pire, c'était ses yeux. Il ne pleurait pas. Ses grands yeux bruns étaient remplis d'une terreur muette, d'une résignation qui n'avait pas sa place chez un enfant de 14 ans. Je suis tombé dans les escaliers, maman, murmura-t-il, fuyant mon regard. Les escaliers? Je répétai, ma voix tremblante de colère contenue. Je soulevai doucement son menton. Ce bleu n'a pas la forme d'une marche d'escalier. Et cette déchirure? On dirait qu'on t'a tiré. Qui t'a fait ça? L'infirmière, debout près de la fenêtre, soupira. Elle s'approcha et me tendit un sac en plastique transparent. Madame, nous avons trouvé ceci éparpillé dans la cour arrière, là où Romain a été retrouvé inconscient. Je saisis le sac. À l'intérieur reposaient les débris de son kit de dessin technique Rotring. C'étaient des stylos de précision coûteux, un cadeau de Noël pour lequel j'avais économisé pendant 3 mois. Romain les traitait comme des trésors sacrés. Les pointes fines étaient tordues, les corps des stylos brisés en deux, la règle en métal pliée comme si quelqu'un avait sauté dessus à pieds joints. Qui? Demandai-je, un grondement surmontant de ma poitrine. Romain, dis-le-moi. Qui a détruit tes stylos? Romain se mordit la lèvre jusqu'au sang. Des larmes commencèrent à couler silencieusement sur ses joues sales. Il secoua la tête frénétiquement. Personne. Je les ai fait tomber. C'est ma faute. On rentre, s'il te plaît. À cet instant précis, le bruit pétaradant d'un moteur de scooter résonna dans la cour de l'école.
Je regardai par la fenêtre. C'était Émeric. Il était sur son scooter flambant neuf, une fille assise derrière lui, riant aux éclats. En passant devant la fenêtre de l'infirmerie, il ralentit. Nos regards se croisèrent. Au lieu de montrer de l'inquiétude pour son cousin, Émeric eut un sourire en coin. Un sourire de prédateur. Il leva son pouce, puis le retourna lentement vers le bas, mimant la mise à mort des gladiateurs, avant d'accélérer dans un nuage de fumée bleue. Le sang afflua à mon visage. C'était lui. Je le savais. Émeric avait 3 ans de plus, il était plus grand, plus fort, nourri aux protéines et à l'orgueil par ma mère. Depuis toujours, il jalouait le talent de Romain, sa capacité à créer, alors que lui ne savait que détruire. Mais oser s'en prendre à lui physiquement, dans l'enceinte de l'école. C'était une escalade que je n'avais pas prévue. J'aidai Romain à marcher jusqu'à la camionnette. Il boitait légèrement. En l'installant sur le siège passager, je sentis sa main trembler dans la mienne. Je la serrai fort. « Je sais que c'est Émeric, dis-je doucement. Pourquoi tu ne le dis pas au professeur ?» Romain tourna vers moi son visage tuméfié. Il a dit que si je rapportais quoi que ce soit, il demanderait à grand-mère de te virer de la blanchisserie. Il a dit que l'usine est ta grand-mère, que toi tu n'es qu'une employée. Que si tu perds ton travail, on sera à la rue. Je restai pétrifié, la clé de contact suspendue en l'air. Un frisson d'horreur me parcourut l'échine. Comment un garçon de 17 ans pouvait-il proférer des menaces aussi calculées, aussi cruelles ? Ce n'étaient pas les mots d'un enfant. C'étaient les mots des adultes qu'il entendait à la maison. C'étaient les mots de Véronique. Les mots de mes parents. Ils avaient empoisonné l'esprit de cet adolescent, lui faisant croire que ma survie et celle de mon fils ne tenaient qu'à un fil qu'il pouvait couper quand bon lui semblait. Je fouillai dans la poche de la veste de Romain pour chercher un mouchoir. Mes doigts rencontrèrent une boulette de papier froissé. Je la dépliai. Une écriture assurée, agressive. Tu n'es que le bâtard de la bonne. Apprends ta place et ferme ta gueule. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas que tes stylos qui seront cassés. Le papier crissa dans ma main alors que je le broyais. La colère céda la place à une peur glaciale, puis à une détermination froide comme l'acier. Ils ne se contentaient pas de harceler mon fils. Ils essayaient de briser son âme, de détruire son estime de soi, de l'écraser sous le poids de leur mépris de classe. Je démarrai le moteur. Le vieux diesel rugit comme une bête blessée. Je ne laisserai pas passer ça. Mais j'avais besoin de preuves. Des preuves irréfutables. Et je devais protéger Romain de ces monstres qui portaient le masque de la famille. Je suis désolé, murmurai-je, les larmes aux yeux. Je suis désolé de t'avoir laissé subir ça. Mais je te promets, Romain, ça va changer. Ce dimanche-là, 3 jours avant l'anniversaire de Romain, nous étions convoqués pour le sacro-saint dîner dominical chez mes parents. Leur maison, située dans le quartier historique de Limoges, était un musée à la gloire de leur ego. Des meubles anciens, des tapisseries lourdes, et partout, cette odeur de cire et de naphtaline. L'atmosphère dans la salle à manger était électrique. Véronique et son mari, Pascal, arrivèrent avec 30 minutes de retard, comme des stars foulant le tapis rouge. Véronique portait une robe en soie qui coûtait probablement 2 mois de mon salaire, et Pascal arborait une nouvelle montre connectée dont il ne cessait de vanter les mérites, parlant fort d'un investissement en crypto-monnaie qui allait soi-disant doubler leur fortune en 1 mois. « Ma chérie », s'exclama ma mère, Bernadette, en se levant pour embrasser Véronique. « Tu as l'air épuisée. Tu travailles trop pour nous tous. » « Oh oui maman, c'est harassant », soupira Véronique en s'affalant sur sa chaise. Les rendez-vous d'affaires s'enchaînent. Au fait, où est Delphine ? La soupe n'est pas servie ? Elle compte nous affamer ? J'étais dans la cuisine, portant la soupière brûlante. J'étais arrivé 2 heures plus tôt pour tout préparer car ma mère prétendait avoir mal au dos. Je suis là, dis-je sèchement en posant la soupière sur la table. Émeric était assis juste en face de Romain. Il le fixait avec une intensité prédatrice. Romain gardait la tête baissée sur son assiette vide, ses mains crispées sur sa cuillère. Les raflures sur son bras commençaient à cicatriser, mais la peur, elle, était à vif.
Le repas se déroula au rythme des cliquetis des couverts et du monologue incessant de Véronique. Papa, maman, lança-t-elle soudainement en reposant son verre de vin. Il faut qu'on parle sérieusement de l'avenir de la blanchisserie. Mon cœur rata un battement. Mon père, Jacques, s'arrêta de couper sa viande. Quoi donc? Je trouve que la gestion de Delphine laisse à désirer, déclara Véronique en me lançant un regard de fausse pitié. Regardez-la, elle s'épuise, elle a les mains abîmées, elle n'a aucune vision. Je pense qu'il est temps de mettre la structure au nom d'Aymeric. Comme une avance sur héritage. Il va avoir 18 ans, il a besoin d'une entreprise pour se faire la main. Avec mes conseils, on en fera une franchise de luxe, pas ce boui-boui qui sent le chlore. Je faillis lâcher mon morceau de pain. Pardon? Tu plaisantes? Aymeric n'a même pas son bac. J'ai sorti cette boîte de la faillite. Je travaille 70 heures par semaine. Tais-toi, hurla mon père en tapant du poing sur la table. Ta sœur a raison. Tu as une mentalité d'ouvrière. Aymeric est l'héritier mâle, il a l'étoffe d'un chef. Toi, tu dois savoir te sacrifier pour la famille. C'est ton rôle. Exactement, renchérit Aymeric, la bouche pleine. Je vais transformer ce trou à rein en mine d'or. Tante Delphine n'y connaît rien. En disant cela, il fit un geste brusque, accidentel, et renversa la saucière remplie de sauce au poivre brûlante directement sur la chemise blanche de Romain. Aïe, cria Romain en se levant d'un bond, la sauce brûlante traversant le tissu fin. Oups, désolé, ricana Aymeric sans la moindre trace de regret. Tu es tellement maladroit, Romain. Tu ne sais pas te tenir à table. Il l'a fait exprès, criai-je en me précipitant pour éponger la chemise de mon fils avec ma serviette. Arrête ton cinéma, Delphine, aboya ma mère. C'est juste un peu de sauce. Emmène-le à la cuisine et nettoie ça. Ne tâche pas mon tapis persan. Je regardais autour de la table. Mes parents indifférents à la douleur de leur petit-fils. Véronique souriant de triomphe. Pascal absorbé par son téléphone. Personne ne voyait l'humiliation. Personne ne voyait la cruauté. Pour eux, nous n'étions que des meubles gênants. J'entraînai Romain vers la cuisine, les larmes de rage me brouillant la vue. Ce n'était plus seulement de l'injustice. C'était de la maltraitance pure et simple. Chers auditeurs, mettez-vous à ma place un instant. Si vos propres parents vous forçaient à céder l'œuvre de votre vie à un adolescent cruel qui harcèle votre enfant, et qu'il riait de la douleur de votre fils, que feriez-vous? Continueriez-vous à subir au nom de la paix des familles, ou briseriez-vous tout? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si j'ai eu raison. 3 jours passèrent dans un silence lourd. Je refusais de répondre aux appels de ma mère et de Véronique. Je savais qu'ils préparaient les papiers de cession. Ils pensaient que j'allais signer docilement, comme toujours. Mais quelque chose s'était brisé en moi ce dimanche-là. Le mercredi soir, veille de l'anniversaire de Romain, je dus rester tard à la blanchisserie. Un contrat urgent. Romain insista pour venir avec moi. Il ne voulait pas rester seul à l'appartement, terrifié à l'idée qu'Aymeric puisse venir frapper à la porte. Je resterai dans le bureau, maman, je ferai mes dessins, m'avait-il dit, les yeux cernés. Il était environ 21 heures. Je m'affairais autour de la calandreuse, une énorme machine à repasser les draps. Le bruit était assourdissant. Soudain, je vis des phares balayer la vitrine de l'entrée. C'était la Mercedes de Véronique. Je m'essuyai les mains, le cœur battant à tout rompre. Elle entra, suivie d'Aymeric. Son parfum capiteux envahit l'espace, jurant avec l'odeur de propre. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demandai-je en me plantant devant elle. « Je viens inspecter le patrimoine », dit-elle en me poussant du coude. « Papa m'a dit que tu cachais peut-être du matériel. Aymeric, va faire un tour, regarde s'il y a de la place pour ton futur bureau de directeur. » Aymeric, vêtu d'un blouson de cuir hors de prix, s'avança avec cette démarche traînante et arrogante. Il se dirigea droit vers le fond de l'atelier, vers la zone de stockage des produits chimiques, juste à côté du petit bureau où Romain s'était enfermé. « N'y va pas. Romain est là-bas. » Je voulus lui barrer la route, mais Véronique me saisit le bras. Ses ongles manucurés s'enfoncèrent dans ma chair.
Laisse-les, siffla TL. Il faut bien qu'ils apprennent à s'entendre. Émeric veut juste faire la paix. Si tu signes les papiers demain à la fête, je demanderai à Émeric de te garder comme chef d'équipe. C'est une offre généreuse. Je me débattis. Lâche-moi. Soudain, un bruit surprovint du fond de l'atelier. Bam! Suivi d'un cri étouffé et d'un cliquetis métallique. Romain! Je repoussai Véronique de toutes mes forces, la faisant trébucher contre un chariot de linge sale, et je courus vers le fond. La porte du local de stockage des produits était grande ouverte. Émeric était là, debout, tenant un bidon de 5 litres d'eau de javel industriel ouvert. Au sol, Romain était recroquevillé, se protégeant la tête avec ses bras. Une flaque de liquide jaunâtre et nauséabond s'étendait à quelques centimètres de lui. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» hurlai-je. Je tirai Romain pour le mettre debout et l'éloigner de la flaque. Dieu merci, le liquide n'avait touché que la semelle de ses baskets. Il allait me le verser dessus, balbutia Romain, tremblant comme une feuille. Il a dit que ce serait un accident de travail. Tu es malade ? Je me tournai vers Émeric, prête à le griffer. Tu voulais le brûler vif ? Émeric haussa les épaules, revissant nonchalamment le bouchon. N'importe quoi. Je voulais juste ranger le bidon. C'est lui qui a paniqué et trébuché. Il est parano, ton fils. Véronique arriva, remettant sa coiffure en place. Quelle hystérique tu fais, Delphine. Mon fils voulait t'aider et tu l'accuses ? Allez viens Émeric, on s'en va. Ça pue ici, c'est irrespirable. Ils partirent comme ils étaient venus, me laissant tremblante au milieu de l'entrepôt. Je serrai Romain contre moi. Je sentais son petit cœur battre à travers sa poitrine maigre. La menace était réelle. Ils étaient prêts à tout. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient. Une seule chose. La semaine précédente, soupçonnant des vols de lessive par un intérimaire, j'avais installé une petite caméra de surveillance discrète, nichée en haut d'une étagère, pointant directement vers le stock de produits chimiques. Une caméra avec microphone. Je levai les yeux. La petite diode rouge clignotait dans la pénombre. Elle avait tout vu. Elle avait tout entendu. On rentre, maman, pleurnicha Romain. Oui, on rentre, dis-je, une froide résolution s'installant dans mes veines. Je sortis mon téléphone et ouvris l'application de sécurité. La vidéo était là. Enregistrée dans le cloud. Véronique, Émeric, vous pensiez pouvoir nous écraser comme des insectes ? Vous venez de commettre l'erreur fatale. Le lendemain matin marquait les 15 ans de Romain. Ce devait être une fête. Mais l'ambiance dans notre petit appartement était lourde comme du plomb. Romain était assis devant son bol de chocolat, silencieux. Le bleu sur sa joue, souvenir de « l'escalier », virait au jaune-vert, et le traumatisme de la veille au soir hantait son regard. Mon téléphone sonna. C'était Nathalie, ma meilleure amie et avocate. « Delphine, écoute-moi bien », sa voix était pressante. « J'ai eu un contact à la banque ce matin. C'est pire que ce qu'on pensait. Véronique essaie d'hypothéquer la maison de tes parents. Elle est en contact avec des organismes de crédit douteux. Elle a des dettes de jeu, Delphine. Des dettes énormes. Des dettes de jeu ? Je m'assis, abasourdi. Je croyais qu'elle investissait. C'est ce qu'elle dit. En réalité, elle flambe tout dans des casinos en ligne et des arnaques pyramidales. Et ce soir, à la fête, elle va forcer tes parents à annoncer la cession de la blanchisserie pour pouvoir utiliser l'entreprise comme garantie pour ses créanciers. Si tu signes, ils vendront tout, et tu n'auras plus rien. Je sentis la colère monter, brûlante. Ils ne toucheront pas à mon usine. Je serai là ce soir, promis Nathalie. En tant qu'invité, mais aussi en tant que témoin légal. Prépare-toi. Ça va être laid. Je raccrochai et regardai Romain. Mon chéri, on n'est pas obligé d'y aller ce soir. On peut aller au cinéma, manger des crêpes. Romain leva la tête. Pour la première fois depuis des mois, je vis une lueur différente dans ses yeux. Ce n'était plus de la peur. C'était de la colère. Une colère saine, adulte. Non, maman, dit-il fermement. On y va.
Je veux y aller. Pourquoi? Ils vont encore te faire du mal. Parce que j'en ai marre de me cacher, dit-il en serrant les poings. J'en ai marre de mentir pour les protéger. Ce soir, je veux qu'ils sachent. Tu as la vidéo, n'est-ce pas? Je hochai la tête, tapotant la poche où reposait mon téléphone. Oui. Je l'ai. Et j'en ai fait 3 copies. Alors on y va. Nous avons passé l'après-midi à nous préparer comme si nous allions au combat. Romain a enfilé son costume de communion, un peu court aux manches maintenant, mais il le portait avec une dignité nouvelle. J'ai mis ma robe noire la plus simple, celle qui me donnait un air sévère. J'ai maquillé mes cernes, mais pas ma détermination. Le ciel de Limoges était gris acier ce soir-là, menaçant d'orage. En fermant la porte de l'appartement, j'ai eu le sentiment vertigineux de sauter dans le vide sans parachute. Ce soir, soit nous reprenions notre liberté, soit nous étions anéantis. Mais le temps du silence était révolu. La villa de mes parents brillait de 1000 feux. L'allée était encombrée de voitures de luxe, les fameux « investisseurs » et amis influents que Véronique avait insisté pour inviter. C'était censé être l'anniversaire de Romain, mais cela ressemblait davantage au couronnement de Véronique. Lorsque Romain et moi avons franchi le seuil du grand salon, le brouhaha des conversations s'est tu presque instantanément. Sous la lumière impitoyable des lustres en cristal de Bohême, le visage de Romain était un choc visuel. L'hématome sous son œil était sombre, gonflé, impossible à ignorer. Il jurait violemment avec le décor doré et l'ambiance feutrée. Les invités, verre de champagne à la main, se mirent à chuchoter en nous dévisageant. Mon Dieu, qu'est-il arrivé à ce garçon? On dirait qu'il s'est battu. Ma mère fonça sur nous, un sourire crispé plaqué sur le visage. Ah, vous voilà. Romain, mon chéri. Oh, ta joue. Toujours aussi maladroit avec ton vélo, n'est-ce pas? Allez, va saluer tes oncles. Elle parlait fort, trop fort, essayant d'imposer sa version des faits à l'assistance. Véronique trônait au centre de la pièce, une coupe de champagne à la main, drapée dans une robe rouge sang. À ses côtés, Émeric, dans un costume italien trop brillant, avait l'air d'un prince arrogant. Il nous vit. Son regard se posa sur le bleu de Romain, et son sourire s'élargit. Salut la famille, lança Véronique. Regardez qui voilà. Le héros du jour, avec ses blessures de guerre. Émeric s'avança. Il posa sa main lourdement sur l'épaule de Romain exactement là où le muscle était encore meurtri. Romain grimaça mais ne recula pas. Alors, devant tout le gratin de Limoges, Émeric prononça ces mots, forts et clairs, pensant être spirituels. Je lui ai juste donné une leçon l'autre jour. Maman dit que j'ai tous les droits sur lui, de toute façon. Et comme grand-mère dit que je n'ai jamais tort. Il éclata de rire. Un silence gêné parcourut la salle, vite brisé par le rire cristallin de Véronique. Oh, qu'il est bête! Il adore taquiner son cousin. Les garçons seront toujours des garçons, n'est-ce pas? Une petite bagarre pour s'endurcir. Mes parents rirent à leur tour, soulagés. Oui, oui, il faut bien forger le caractère. Romain est trop douillet. Les invités, suivant l'exemple des hôtes, se mirent à rire poliment. Ce rire collectif, c'était le son de l'indifférence. Ils riaient de la douleur de mon fils. Ils validaient la violence. J'ai senti une chaleur intense monter dans ma poitrine, une envie de hurler, de tout casser. Je fis un pas en avant, prête à exploser. Mais Romain m'arrêta. Il posa doucement sa main sur mon bras. Il ne regardait pas le sol. Il ne regardait pas ses chaussures. Il regardait droit dans les yeux de sa tante Véronique. Et à cet instant précis, j'ai su que le garçon l'effrayé était mort, et qu'un homme était en train de naître sous mes yeux. La musique classique continuait de jouer en fond sonore, une valse légère de Strauss qui semblait narguer la tension palpable entre nous. Romain s'avança d'un pas. Il paraissait minuscule face à Émeric et Véronique, mais il dégageait une énergie statique terrifiante. Émeric gardait son sourire en coin, attendant que Romain baisse les yeux comme d'habitude. Mais Romain ne sia pas. Il ne cria pas. Il ne fit pas de scandale. Il parla d'une voix basse, presque un murmure, mais dans le silence soudain de la proximité, sa voix porta comme un coup de tonnerre.
Tante Véronique, commença-t-il, articulant chaque syllabe. Tu te souviens, hier soir, dans le local à produits? Quand tu tenais la porte fermée? Tu as dit à Émeric, frappe-le au ventre, ça ne laisse pas de traces pour la fête. Tu te souviens quand tu lui as tendu le bidon d'acide? Le sourire de Véronique vacilla. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Romain fit encore un pas, et tu sais quoi? Maman a installé une caméra avec micro dans le local la semaine dernière. Tout est enregistré. Ta voix. Tes ordres. Le bruit des coups. Le temps sembla se suspendre. Je vis la couleur quitter le visage de ma sœur comme si on avait tiré un bouchon. Sa peau devint cireuse. Sa bouche s'entr'ouvrit mais aucun son ne sortit. La coupe de cristal qu'elle tenait, remplie d'un Bordeaux grand cru, glissa de ses doigts devenus soudainement inarticulés. Cling. Le bruit du verre explosant sur le carrelage de marbre blanc fut assourdissant. Le vin rouge gicla partout, tachant le bas de sa robe de soirée et s'étalant sur le sol comme une mare de sang artériel. Personne ne bougea. Le DJ, sentant le malaise, coupa la musique brutalement. Le silence qui suivit fut encore plus violent que le bruit du verre brisé. Que? Quoi? Balbutia Véronique, la voix étranglée. Tu mens. Espèce de petit morveux, tu mens. Qui t'a appris à dire des horreurs pareilles? C'est ta mère, hein? Elle se tourna vers moi, les yeux exorbités par la panique. C'est toi qui lui montes la tête. Émeric, qui avait perdu toute sa superbe, recula d'un pas, se cachant presque derrière sa mère. Il avait l'air d'un enfant pris la main dans le sac. Je ne mens pas, dit Romain calmement. Et ce verre brisé, c'est exactement ce qu'il reste de mon respect pour vous. Ça suffit, rugit mon père, Jacques. Il s'avança, le visage pourpre de colère. Romain. Tais-toi immédiatement. Tu gâches la fête. Tu déshonores cette famille devant nos invités. C'est Delphine, hurla ma mère en me pointant d'un doigt accusateur. C'est elle la responsable. Elle est jalouse de la réussite de sa sœur. Elle veut détruire notre réputation. Je regardais mes parents. Pas une seule fois ils n'avaient demandé, est-ce vrai? Est-ce qu'Émeric t'a frappé? Non. Leur seule préoccupation était la façade. Le vernis social. Ils étaient prêts à sacrifier la sécurité de leur petit-fils sur l'autel de leur vanité. Papa, maman, dis-je, ma voix résonnant claire et fort dans le salon. Je sortis mon téléphone de mon sac à main. L'écran s'alluma, projetant une lueur bleue sur mon visage. Si vous pensez que Romain ment, alors regardons ensemble le film de la soirée d'hier. Non. Arrêtez-la, cria Véronique en se précipitant vers moi pour m'arracher le téléphone. Mais Nathalie surgit de la foule et s'interposa, bloquant ma sœur d'un geste ferme. Doucement, dit Nathalie froidement. Ne rajoutez pas une agression publique à votre dossier. Je marchais vers le grand écran plat mural qui diffusait des photos de famille en boucle. J'avais le câble HDMI dans ma main. La main ne tremblait plus. L'histoire vous ferait réagir comment, vous? On veut lire vos avis dans les commentaires. Et dites-nous, vous êtes d'où? L'histoire n'est pas terminée, continuons à écouter l'histoire. La pièce était au bord de l'implosion. Véronique, retenue par Nathalie, haletait comme une bête traquée. Elle chercha du regard son mari. Pascal. Fais quelque chose. Cette folle va ruiner ma réputation. Pascal, blême, s'avança vers moi, tentant de jouer les médiateurs. Delphine, sois raisonnable. On lave son linge sale en famille. Range ce téléphone. Pense aux conséquences pour l'entreprise, pour les investisseurs ici présents. Les investisseurs? Un homme corpulent en costume gris s'avança. C'était Monsieur Moreau, le président de la Chambre de commerce, l'homme que Véronique courtisait depuis des mois. Je ne suis pas venu ici pour assister à une tragédie grecque. Si vous avez des problèmes psychiatriques dans la famille, réglez ça en privé. Ces mots furent insupportables pour mon père. L'humiliation publique était sa plus grande peur. Il fonça sur moi, les yeux injectés de sang. Je t'ordonne d'arrêter ça. Sors de chez moi. Tu n'es plus ma fille. Il leva la main, prêt à me gifler,
Un geste qu'il avait souvent eu quand j'étais adolescente pour me faire taire. Mais je n'étais plus une adolescente. J'attrapais son poignet en plein vol. Ma prise était ferme, renforcée par des années à soulever des sacs de linge de 50 kilos. Non, papa, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Tu ne me frapperas plus jamais. Et je ne partirai pas. Il fut si choqué par ma résistance qu'il en resta bouche bée. Tu t'inquiètes pour tes invités, continuai-je, la voix tremblante d'adrénaline. Tu te soucies plus de ce que pense Monsieur Moreau que du fait que ton petit-fils a failli être brûlé à l'acide hier soir? Tu sais pourquoi Romain a ce bleu? C'est Émeric. Et tu as ri. Tu as ri. Je m'en fiche, hurla mon père, perdant tout contrôle. Émeric est l'avenir. C'est un leader. Si Romain se fait écraser, c'est qu'il est faible. C'est la loi de la nature. Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. Même les invités les plus cyniques furent glacés par cette déclaration. Dans un coin, un homme aux cheveux gris, qui sirotait son whisky en silence, posa son verre. C'était le commissaire Richard, un vieil ami de la famille. Il s'avança lentement. « Jacques, dit-il d'une voix grave. Fais attention à ce que tu dis. La violence sur mineurs n'est pas la loi de la nature. C'est un crime. » Richard, ne t'en mêle pas, cracha mon père. C'est ma maison. C'est peut-être ta maison, dis-je en branchant le câble sur le port du téléviseur. Mais c'est la vérité de mon fils. L'écran noircit un instant. Arrêtez. Je vous en supplie. Le cri de Véronique était celui d'une noyée. Mais l'image apparut. Nette. Cruelle. Irréfutable. Si vous avez un estomac fragile, ne regardez pas, prévins-je l'assemblée. Et j'appuyai sur « Lecture ». Sur l'écran géant de 65 pouces, la scène se déroula avec une clarté terrifiante. La caméra grand angle montrait l'entrepôt sombre. On voyait Romain, petit, reculer contre des fûts bleus. On voyait Véronique, les bras croisés, bloquant l'issue. Et on voyait Émeric, menaçant. Le son, capté par le micro sensible, remplit le salon luxueux, créant un contraste grotesque. « Maman, je peux lui en mettre une ?» demandait la voix d'Émeric sur la vidéo. « Vas-y » répondait la voix de Véronique, froide, métallique. « Montre-lui qui est le patron. Mais tape dans le ventre, pas de traces pour demain. » Dans le salon, quelqu'un laissa échapper un hoquet de stupeur. À l'écran, le poing d'Émeric s'enfonça dans l'abdomen de Romain. Le garçon se plia en deux, le souffle coupé. Puis Émeric lui tira les cheveux pour relever sa tête et le gifla violemment. Le bruit de la peau contre la peau résonna comme un coup de fouet. « Tu as compris, le bâtard » hurlait Émeric à l'écran. « Signe les papiers ou je te crame. » Puis vint l'image du bidon d'eau de Javel. Émeric le dévissant, le penchant au-dessus de Romain recroquevillé. La menace pure. La joie sadique sur son visage. Dans la salle de réception, l'ambiance avait changé. Ce n'était plus de la gêne. C'était de l'horreur pure. Monsieur Moreau avait le visage vert. Le commissaire Richard avait sorti son téléphone et semblait envoyer un message urgent. Mais la vidéo n'était pas finie. J'avais monté une seconde séquence à la suite. Une séquence enregistrée 10 minutes avant l'agression, quand Véronique pensait être seule dans l'entrepôt en attendant Émeric. Elle était au téléphone. L'image montrait Véronique, examinant ses ongles, parlant d'un ton mielleux à son interlocuteur invisible. « Oui mon chéri. Ne t'inquiète pas pour l'argent. J'ai fait signer une procuration à mon vieux père sénile hier. Il n'a rien vu. Je vais vider son compte épargne retraite demain. Il y a 200 000 euros. Plus l'hypothèque de la maison. Dès que j'ai l'argent, on se tire en Espagne et je plante mon mari et ce gosse idiot ici. » L'explosion fut immédiate. Ma mère poussa un cri perçant et porta les mains à sa bouche. « Quoi » hurla-t-elle. Elle se tourna vers Véronique, les yeux écarquillés par l'incrédulité. « Mon compte retraite ? Sénile ? » Mon père, lui, devint livide. Il s'effondra sur une chaise, la main sur le cœur. Lui qui avait tout sacrifié pour sa fille aînée, qui m'avait traité comme une moins que rien pour elle. Il venait d'entendre, de la propre bouche de son idole,
qu'il n'était qu'un vieux sénile à dépouiller. Véronique était figée, pétrifiée par sa propre voix. Elle ne pouvait plus nier. C'était elle. Ses mots. Son plan. Pascal, son mari, s'avança vers elle, les poings serrés, le visage déformé par la rage. Tu comptais partir avec qui? En Espagne? Avec mon argent? C'est faux. C'est un montage. C'est de l'IA, hurla Véronique, mais sa voix se brisa. Elle regarda autour d'elle, cherchant un soutien, mais ne trouva que des visages fermés, dégoûtés. L'IA ne peut pas inventer ta méchanceté, Véronique, dis-je en débranchant le câble. C'est fini. Le spectacle est terminé. La débandade fut totale. Les invités se ruèrent vers la sortie comme si la maison était en feu. Personne ne voulait être associé à ce scandale. Monsieur Moreau s'arrêta devant mon père, qui respirait difficilement sur sa chaise, et dit avec mépris, « Ne me contactez plus jamais. Vous êtes une honte pour cette ville. » Le commissaire Richard fit un signe à deux officiers en uniforme qui attendaient discrètement dans le vestibule. Ils entrèrent. « Véronique, Émeric, » dit Richard d'un ton officiel. « Je vous emmène au poste. Agression sur mineur, menace de mort, et abus de faiblesse. Nous allons avoir une longue conversation. » Non. Maman. Fais quelque chose, hurla Émeric en voyant les menottes. Il pleurait maintenant, toute son arrogance dissoute dans la peur. Je ne veux pas aller en prison. C'est maman qui m'a dit de le faire. Véronique se jeta aux pieds de ma mère, s'accrochant à sa jupe. Maman, pardonne-moi. C'était pour nous. Je voulais juste assurer notre avenir. Dis-leur de ne pas m'emmener. Ma mère regarda sa fille préférée. Puis elle regarda mon père, brisé, ruiné par celle-là même qu'il vénérait. Pour la première fois de sa vie, Bernadette vit Véronique telle qu'elle était, un parasite. Elle recula, dégageant sa jupe des mains de sa fille. « Tu m'as volé, » murmura-t-elle. « Tu as volé notre retraite. Tu as traité ton père de sénile. »« Mais je t'aime maman, » sanglota Véronique. « Emmenez-la, » dit ma mère froidement, en détournant le regard. Alors qu'il traînait Véronique et Émeric dehors, hurlant et se débattant, Pascal s'assit sur le canapé, la tête entre les mains. « Je suis ruiné, » répétait-il. Elle a tout joué. Elle a tout perdu. Je restais debout avec Romain et Nathalie au milieu de ce champ de ruines. Le silence revint, mais c'était le silence de la mort. La mort d'une illusion. Mon père leva les yeux vers moi. Il avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans en 10 minutes. « Delphine ?» coassata-t-il. « Aide-nous. » Je le regardais. J'attendais ce moment depuis toujours. Le moment où ils auraient besoin de moi. Mais je ne ressentis aucune joie. Juste une immense fatigue. « Appelle une ambulance pour papa, » dis-je à ma mère. « Et appelez un avocat. Moi, je rentre chez moi. J'ai un fils à consoler. » Je pris la main de Romain et nous sortîmes de cette maison maudite, laissant derrière nous les débris de leur vanité éparpillés sur le sol avec le vin rouge et les éclats de verre. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon juridique et émotionnel. Mon père survécut à sa crise cardiaque, mais il en garda des séquelles. Il était désormais un vieil homme affaibli. Ma mère, elle, était en état de choc permanent. Malgré tout ce qui s'était passé, l'habitude à la vie dure. Une semaine après l'arrestation, ma mère m'appela. Delphine, sa voix était tremblante. L'avocat dit que si tu retires ta plainte, Véronique pourrait avoir du sursis. C'est ta sœur. Le sang est plus important que tout. Fais-le pour nous. Pour l'honneur de la famille. J'étais assise dans mon bureau à la blanchisserie. Dehors, le soleil brillait enfin. Maman, dis-je calmement. L'honneur de la famille ? Émeric a failli brûler Romain à l'acide. Véronique t'a volé 200 000 €. Et tu me parles d'honneur ? Elle fera rembourser. On s'arrangera. Mais ne l'envoie pas en prison, supplia-t-elle. Non. Le mot était simple, mais il pesait une tonne. Je ne retirerai pas ma plainte. Romain a besoin de savoir que la justice existe. Et moi aussi.
Tu es cruel. Tu profites de notre faiblesse. On va te reprendre l'usine, menaça TL, retombant dans ses vieux travers. Je soupirai. Je m'y attendais. Maman, passe-moi Nathalie, elle est à côté de moi. Nathalie prit le téléphone. Madame, dit-elle avec sa voix professionnelle. Nous avons en notre possession les documents comptables prouvant que vous et votre mari avez utilisé la blanchisserie pour blanchir de l'argent et évader le fisc au profit de Véronique depuis 10 ans. Si vous tentez quoi que ce soit contre Delphine, nous transmettrons ces dossiers au fisc. Vous finirez vos jours en prison aux côtés de votre fille. Un silence de mort à l'autre bout du fil. Voici l'offre, continua Nathalie. Delphine rachète vos parts de l'entreprise pour €1 symbolique, en échange de son silence sur vos fraudes fiscales. Vous signez la cession totale aujourd'hui. Et vous ne contactez plus jamais ni Delphine, ni Romain. Ils n'avaient pas le choix. Ils avaient signé. Véronique prit 3 ans de prison ferme pour escroquerie, abus de faiblesse et complicité de violence. Émeric fut envoyé en centre éducatif fermé pour 2 ans. Pascal demanda le divorce et disparut dans la nature. La maison de mes parents fut saisie par la banque pour couvrir les dettes contractées frauduleusement par Véronique. Ils durent emménager dans un petit 2 pièces en location, vivant de leur maigre pension de base. C'était une victoire totale. Mais elle avait un goût de cendre. J'avais coupé la branche pour sauver l'arbre, mais la cicatrice resterait toujours visible. Le jour où je suis allée récupérer les dernières affaires de Romain chez mes parents, l'ambiance était funèbre. Les déménageurs emportaient les derniers meubles. Les murs étaient nus, laissant voir les traces plus claires là où les tableaux avaient été accrochés. Ma mère était assise sur un carton, le regard vide. Mon père était dans la chambre, refusant de me voir. « Tu es contente ?» m'a demandé ma mère sans me regarder. « Tu as détruit cette famille. » Je me suis arrêtée, un carton de jouets d'enfance de Romain dans les bras. « Je n'ai rien détruit, maman. J'ai juste allumé la lumière. C'est vous qui aviez construit une maison sur des fondations pourries. » Elle se tourna vers moi, des larmes de haine dans les yeux. « Tu finiras seule, Delphine. Sans famille, on n'est rien. » « Je ne suis pas seule, répondis-je doucement. J'ai Romain. Et j'ai des amis qui m'aiment pour qui je suis, pas pour l'argent que je peux leur apporter. C'est ça, la vraie famille. Je posai une enveloppe sur la table. C'est un chèque. De quoi payer votre loyer pour 6 mois. C'est la dernière chose que je ferai pour vous. Ne m'appelez plus. Je suis sortie de cette maison où j'avais grandi, où j'avais toujours été le second choix, la ratée. En franchissant le portail, j'ai pris une grande inspiration. L'air n'avait jamais été aussi doux. Romain m'attendait dans la voiture. Il avait repris le dessin. Il me fit un sourire, un vrai, sans peur, sans ombre. « Ça va maman ? » ?»« Ça va, mon chéri. C'est fini. On rentre à la maison. Nous avons laissé derrière nous les fantômes du passé. J'avais perdu mes parents, ma sœur, mon neveu. Mais j'avais sauvé mon fils. Et c'était le seul prix qui valait la peine d'être payé. 1 an plus tard. La façade de l'usine a été repeinte en bleu clair. Une nouvelle enseigne trône fièrement au-dessus de l'entrée, Blanchisserie l'Aube Nouvelle. C'est Romain qui a dessiné le logo. Il est moderne, épuré, magnifique. Les affaires marchent bien. Mieux que bien. Libéré du poids financier de ma famille Sansu, j'ai pu investir, embaucher, rénover. L'ambiance à l'atelier est joyeuse. On rit, on écoute de la musique. Ce n'est plus un bagne, c'est une entreprise. Aujourd'hui, c'est le 16e anniversaire de Romain. Nous ne sommes pas dans une villa luxueuse avec du champagne et des hypocrites. Nous sommes au bord de la Vienne, assis sur l'herbe avec Nathalie et quelques employés. On mange des pizzas, on boit des sodas. Romain est en train de rire aux éclats d'une blague de Nathalie. Il a grandi. Il est plus confiant. Il vient de gagner le premier prix d'un concours régional d'art pour les jeunes talents. Je le regarde et je sens une paix immense m'envahir. Le bleu sur sa joue a disparu depuis longtemps, mais la leçon qu'il a tirée de cette épreuve est gravée en lui, ne jamais laisser personne nous marcher dessus, même si c'est la famille. Il s'approche de moi, une part de pizza à la main.
Tu penses à eux, demande-t-il doucement. Parfois, avouai-je. Je me demande s'ils ont compris. Ça n'a pas d'importance, maman, dit-il avec une sagesse qui dépasse son âge. L'important, c'est qu'on a brisé le cycle. Je ne serai jamais comme Emeric. Et tu ne seras jamais comme grand-mère. C'est ça notre victoire. Il a raison. La vengeance la plus douce n'est pas de les voir souffrir, mais de nous voir heureux sans eux. Le verre brisé de Véronique a été le signal de départ de notre nouvelle vie. Et cette vie, elle est belle. Elle est à nous. Mes amis, merci d'avoir écouté mon histoire. Je ne l'ai pas partagée pour que vous ayez pitié de moi, mais pour vous donner du courage. Si vous êtes coincé dans une relation toxique, même si c'est avec votre propre sang, sachez que vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de dire stop. Ne laissez pas l'obligation familiale devenir votre prison. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez aussi dû faire des choix difficiles pour vous protéger, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un j'aime pour soutenir ce contenu, et surtout, partagez votre propre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être le déclic dont quelqu'un d'autre a besoin pour se libérer. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, la vraie famille, c'est celle qu'on choisit. À bientôt.